mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 35e épisode de Haïki dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Et alors là, j'ai l'impression qu'on prépare le clip des enfoirés hein, là, en faisant ça. Hein. Ouais, surtout qu'on est sur des chaises hautes là et ça envoie du rêve. Allez, sors ta guitare. Je sors ma guitare. Et j'ai un micro avec une jolie bonnette, là vous voyez, là elle est super. Ah, c'est la folie. Et on expérimente en fait un peu ce côté un peu IRL. Justement, bah, carrément, ouais, et ça c'est cool franchement. Bonjour les auditeurs déjà, bonjour à tous. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. On verra ce que ça va donner après sur dans la réalité, mais c'est pas mal. Non mais déjà. Tu sais quoi en fait, c'est les trucs, je fais une petite parenthèse rapide, ça donne envie de se dire de faire plus d'émissions en temps réel, parce que ça donne vraiment l'impression d'être de faire de la radio, des choses comme ça. C'est vrai. Et bon là faudrait que je trouve un setup, tu sais, pour mettre mon micro peut-être comme ça, tu vois. Ouais. Mais là bon, je le tiens à la main, ça fait un peu présentateur télé en direct de Nagano. De Nagano, oui Nelson, oui tout à fait. C'est le big deal. Non. Oui, c'est l'actualité en même temps, c'est bien. Je colle à l'actualité. Bon, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier, un peu spécial, puisque c'est un peu le running gag depuis mai 2024. C'est-à-dire que mon très cher ami Seb me dit « Oh, regarde ce film !» Et en fait, je lui dis « Ouais, je regarderai. » Sauf qu'à un moment donné, il fallait bien le voir, puisqu'il est actuellement sur Amazon Prime. Et oui, c'est légal, enfin. C'est légal, enfin. Voilà. Et donc, avant de parler de cette pépite de ce film qui m'a mis une grosse claque, on va répéter un peu le concept de l'émission. Donc avant de commencer cet épisode, on vous explique, donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui a le seul mérite qu'on s'intéresse au film. Donc bien évidemment au préalable, on parlera du film de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui nous allons parler d'une dinguerie qui vient d'Australie. Oh oui. C'est Life After Fighting de Brent Foster. Je le dis bien ? Ouais, c'est parfait. Et tout de suite, la bande-annonce. Et c'est parti. Bon, mon cher Seb. Alors là, écoute, là je vais déposer mes notes parce que c'est un peu toi qui va driver cette émission parce que voilà, ce film-là, tu le portes vraiment depuis mai 2024. Ce qu'on peut dire, c'est un film qui est sorti donc vers avril-mai. C'est une petite bombe qui est arrivée petit à petit, c'est-à-dire que on l'a vu sur les réseaux sociaux que ça arrivait. On a vu une affiche qui était pas terrible au départ. Non, faut se le dire, ouais, l'affiche elle est vraiment pas vendeuse et tu te demandais comment ce film-là pouvait être une bombe quand tu voyais la qualité de l'affiche qui était vraiment pas ouf. Pas ouf du tout. Et puis au final, petit à petit, en fait, les gens ont commencé à le voir. Ils se sont dit waouh, c'est une dinguerie. Et là, toi tu l'as vu et là tu m'as dit waouh. Non, franchement, c'est une grosse claque. C'est un film qui dure 2 heures. Mais c'est une petite pépite, un petit budget. Et tu vas tout de suite nous expliquer un peu l'histoire de ce film. Ouais, avant toute chose, quand même, il faut se dire un truc, c'est que après tout ce film-là, et on va en parler un petit peu dans tout ce qui est autour du film, malheureusement on n'a pas grand chose en fait sur le film puisque alors il a donné quelques interviews notamment à un éditeur indépendant allemand, oui, tout à fait, justement où il a peut-être parlé un peu de la genèse du film. On n'a malheureusement pas eu accès à ces
ces documents-là parce que c'est exclusif à la version Blu-ray qui est sortie justement sur l'édition allemande. On désespère pas nous un jour d'avoir un éditeur français qui édite le Blu-ray par chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui bon c'est sur Amazon Prime, il y a que le français de dispo. J'ai envie de vous dire, c'est pas trop mal, déjà, allez le voir, et quand il y aura la VO, allez l'écouter en VO, parce que ça apporte un petit truc en plus quand même. De quoi parle en fait le film donc Life After Fighting. On suit donc le personnage de Bren Foster qui donc est prof d'arts martiaux, qui a son école d'arts martiaux et qui va accueillir au sein de sa structure une mère et son fils à qui il va donner des cours. Donc le fils va intégrer les cours de taekwondo et elle va prendre des cours particuliers parce qu'elle a besoin d'apprendre à se défendre. Sauf que sans le savoir, il va mettre le doigt dans un engrenage qui va complètement le dépasser puisque à côté de cette personne qu'il va rencontrer et il va se nouer des choses. Oui, bien sûr. Il y a un ex-mari un peu gênant, on va se le dire, qui va être très problématique. Et voilà, on va pas en dire plus pour l'instant, parce que vraiment, c'est les arts martiaux autour d'un événement dramatique. Qui va avoir lieu en fait dans l'histoire autour justement de rapt d'enfants, voilà, de trafic d'enfants. Je vais pas en dire plus parce que le but c'est pas de spoiler, c'est pas un scénario non plus hyper élaboré, on va se le dire, c'est pas non plus un truc complètement fou, ça tient sur un timbre-poste, mais je veux quand même vous laisser la surprise. Donc voilà, on va se le dire ici d'ailleurs, dans cet épisode-là, on va volontairement pas vous spoiler parce que c'est un film que moi j'ai eu la possibilité de voir très en amont et surtout maintenant qu'il est dispo sur Amazon Prime, je veux vraiment laisser la possibilité aux gens de pouvoir le regarder en fait comme ils le souhaitent. On mettra juste un petit trigger warning, c'est sur la scène qu'on aura choisie, parce que là pour le coup on va vraiment rentrer dans le détail, on va donner la conclusion de la scène, donc à ce moment là si vous ne souhaitez pas être spoilé de la fin, vous coupez et puis on y reviendra. C'est ça. Écoute, c'est un film donc à petit budget. J'ai pas vu combien le film a coûté, mais je pense pas qu'il ait coûté extrêmement cher. Il faut dire que en fait, Bren Foster a utilisé son dojo, enfin son école, ses élèves. Donc en fait, en même temps, c'est une petite promotion de son club. Et ensuite nous avons en fait des acteurs qui sont pas du tout connus à part le méchant qui a une carrière, et c'est fou parce que quand on regarde la filmographie des deux comédiens en fait, que ce soit de Bren Foster ou de lui, j'ai oublié le nom du comédien, ils jouent dans pas mal de films australiens et ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce film, c'est que c'est un film qui n'utilise pas de CGI. C'est un film qui est hyper bien chorégraphié, qui a il porte alors est-ce qu'il porte véritablement les coups, je ne sais pas. Non, il porte pas les coups, puisqu'en fait, on voit que sur certains plans, des fois, il y a des coups qui passent un peu à côté. Ouais. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, tu l'as dit, c'est un projet qui a été écrit, réalisé, chorégraphié par Bren Foster. C'est un peu le projet de sa vie. Il fallait voir si ça fonctionne, etc. Donc, il s'est occupé de tout. Il y a mis beaucoup de lui dedans. Il a mis aussi toute son expérience qu'il a pu avoir à Hollywood, parce que c'est un mec qui a tourné un petit peu à Hollywood. Il a notamment tourné avec Steven Seagal. Ouais. Deux films qui sont plutôt corrects dans la filmographie récente de Steven Seagal, Jean Sauvin, que sont Force of Execution et Maximum Conviction. En vrai, ça passe. J'ai une petite préférence pour le Maximum Conviction. Ouais, moi aussi, ouais. Il est un peu moins présent, Bren Foster, puisqu'il joue en fait le rôle de l'équipe, la task force de Steven Seagal qui vient donner un coup de main au cours du film. C'est avec Steve Austin. Et il y a Steve Austin aussi qui joue le pote de Steven Seagal. Et Steven Seagal a l'air assez impliqué dans ce rôle-là, donc c'est plutôt intéressant. Je comprends un peu ta réserve sur Force of Execution, parce que là Steven Seagal est littéralement pas trop là. Oui. Il joue un méchant, mais pas complètement méchant. Et le film est quand même plus centré sur Bren Foster. Et c'est de là que je le trouve plus intéressant, parce que il se bat plus déjà. Il y a au niveau acting, c'est intéressant.
Voilà, et puis après il a surtout joué dans The Last Ship. Ah oui, la série, ouais, la série télé la qui était série vachement bien, avec d'ailleurs. avec l'acteur De Eric Den. Voilà, Eric Ouais, Den qui jouait dans Grey's Anatomy pour Tout ceux à qui fait, savent. Alors il est pas dans les premières saisons, hein, il faut le savoir. Ouais. Il arrivera qu'au bout de la saison 2 ou 3 et il fera des arts martiaux dedans puisqu'il sera le garde du corps en fait du personnage d'Eric Den. Il l'accompagnera dans toutes ses missions et il sera là pour le protéger parce que voilà, il peut y avoir des problèmes. Donc c'est un mec en fait. Quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit mais purée, mais il était où tout ce temps quoi? Bah c'est ça, parce Parce qu'en que plus c'est un il est mec, pas tout jeune. Hein. Il a 48 ans. Il a 48 ans. Bon, ouais. honnêtement, quand on le voit se battre dans le film, il fait pas 48 ans. Et il me fait penser un petit peu à un Scott Adkins Ouais, australien. j'en étais sûr. Ouais. Mais du coup, un peu tardif, quoi. On Ouais, découvre ouais, un peu sur le carrément, tard. Et c'est vraiment dommage parce que le mec est vraiment hyper intéressant. Et ce que je voulais dire là, du coup, sur un petit peu sur ce qu'on a du film, comme tu le disais très bien, c'est son école, il fait même jouer sa propre famille. Ouais. Puisque en fait un des profs assistants c'est son propre fils, il y a sa fille qui joue le rôle de Violette, une des petites filles à qui il va arriver quelque chose, donc elle joue dans le film, sa fille. Sa femme est productrice. Sa femme est productrice. Je pense que son fils il y a un de ses deux fils, peut-être, je sais pas s'il a un ou deux fils parce que je n'ai pas eu trop d'infos là-dessus, mais on retrouve en fait dans l'équipe de cascadeurs, il y a un de ses fils dans l'équipe de cascadeurs. Je crois qu'il a un fils et une fille, donc il y a son fils qui est dans l'équipe des cascadeurs. Donc on se doute bien que dans les personnages qu'il va y avoir à un moment donné, puisqu'on va en parler dans la dernière scène, il y a des personnages qui sont masqués. On suppose qu'il y a des fois des acteurs qui jouent deux rôles, parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus, et le film est fait de telle manière que ils peuvent facilement faire les deux rôles. Et puis voilà, et puis je pense qu'il a reçu du soutien de la ville, enfin voilà. Il a été chercher du budget là où il pouvait en prendre en tout cas. Mais tu sais que quand tu me disais que Fight of Fury ça aurait pu être le Life After Fighting. Ouais, oui, c'est pour la vanne. Non mais c'est pour la vanne, mais non mais tu sais que quand j'ai vu le film, je me suis dit ah mais ouais, c'est exactement ça, c'est un dojo, c'est donc en même temps, c'est pas déconnant. Ça aurait pu. Ah mais non mais ça aurait pu. Alors clairement, ce type de film-là, si on le résume très mal, c'est un prof de karaté qui va être confronté à une menace extérieure et il va se défendre de cette menace extérieure. Ça aurait pu clairement faire aussi être un gros nanar. Non, et ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas non. Parce que pour le coup, c'est ultra maîtrisé de bout en bout. On y reviendra sur les petites faiblesses du film. Oui. Mais bref, ouais, c'est plutôt, c'est franchement fort, quoi. Alors, on va se le dire, on le dit à chaque épisode, mais je pense pas, peut-être que la scène finale, qui est, vous allez voir, a une durée un peu exceptionnelle, va nous prendre du temps à détailler, parce que moi j'ai pris pas mal de notes là-dessus, donc j'ai mon téléphone devant moi justement pour m'accompagner. Mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, à mon avis, je pense pas qu'on fera plus d'une heure là-dessus, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de vous renvoyer vraiment vers le film et de nous donner un peu votre avis une fois que vous l'aurez vu, quoi. Ouais, carrément. D'ailleurs, parce que tu vois, bizarrement, moi, Brent Foster, j'en avais entendu parler, j'ai vu The Last Ship, j'ai vu Maximum Conviction, mais ça m'avait pas choqué, tu vois. C'est pas un acteur qui m'a choqué plus, enfin, dans son charisme et autres. Et c'est vrai que au départ, quand je vois l'affiche du film, je sais pas qui c'est. En fait, je me dis, tiens, c'est encore un gars qui fait des arts martiaux, bon. Et je pensais pas qu'il avait 48 balais. Tu vois, je pensais qu'il était plus jeune. Parce que concrètement, il fait pas 48 ans, tu vois. Bon, il fait plus 38, non. 39, tu vois. Mais il a une telle forme physique. Ouais, c'est ouf. Il fait plus jeune, hein. Et mais même dans sa musculature, tu vois, par exemple des Scott Adkins où tu vois qui sont hyper épilés ou tu vois c'est hyper dessiné tout ça. Alors oui, il est musclé, il est baraque, mais tu vois c'est normal quoi. Enfin je veux dire c'est pas à outrance. Donc ça aussi ça m'a plus ou moins marqué et c'est vrai que quand le film a popé je me suis pas mis dedans. Pourquoi ? Parce que je me suis dit mais est-ce que ça va être encore un nouveau film d'arts martiaux à petit budget ? Bon, ça me disait trop rien de le regarder. Et c'est vrai que là, depuis qu'il est sur Amazon, je me suis mis, la claque. Enfin, je déflore mon avis, mais avant ça, tu as peut-être parlé de l'art martial pratiqué par Brent Foster, parce que là, il a une particularité, c'est qu'il en fait plusieurs.
Ouais, et puis c'est vrai que on va faire une petite dédicace aussi aux copains de Peggy 18 et à Mathieu de Peggy 18 puisque pour le coup c'est un peu le running gag entre nous puisque il me charrie en disant que lui il a mis 3 étoiles et demie sur Letterboxd avec un cœur et moi c'est vrai que dans ce genre là j'ai eu tendance à plutôt mettre 5 étoiles parce qu'en fait si tu veux pour moi dans ce style là c'est peut-être un des trucs de mieux qu'a pu se faire. En tout cas c'est comme ça que je fais mes notations, mais voilà, j'ai mis un 4-5 étoiles. À la revoyure, je mettrais peut-être un 4,5. Ouais, tu vois. sûr. Mais ce qu'on peut dire d'abord sur Brent Foster, c'est qu'il faut dire aussi c'est un mec qui a été connu aussi comme vraiment, ça va me faire le lien justement avec l'art martial et les arts martiaux qu'il pratique, comme un expert d'arts martiaux, parce qu'en fait, il y a une époque, et c'est une série que je cherche actuellement, parce qu'on l'a malheureusement, je crois qu'on l'a pas eu en France. On l'a peut-être eu en France, mais elle est passée il y a longtemps. National Geographic a fait une série sur, pour essayer de deviner par la science, d'expliquer les arts martiaux par la science, de voir la vitesse des coups, la puissance des coups, etc. Et Brent Foster y était en tant que référent pour le taekwondo. D'accord, ok. Et la petite vanne, Simon Ray a aussi participé à l'émission. D'accord. Donc le frère de Philippe Ray. Oui, Philippe Ray, ouais. Voilà, l'aîné, en tant qu'expert en karaté. Okay. Voilà, ça a valu d'ailleurs quand Brent Foster a partagé un extrait de la vidéo, un petit message d'un certain acteur qu'on a traité, qu'on a parlé de Karate Tiger 2, un certain Loren Avedon, qui justement s'amusait du fait de dire que c'est quand même étonnant de voir Simon Ray, un expert en karaté, et de mettre Brent Foster en tant qu'expert de taekwondo. Alors, quand j'ai lu la phrase, je t'avouerai, j'étais un peu dubitatif. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il fait une vanne? Est-ce qu'il tacle un peu Brent Foster? La réponse de Brent Foster était un peu pour apaiser un peu le truc. Bref, je m'égare. Mais bon, c'était pour montrer, voilà. L'émission est intéressante parce que ça essaie de déterminer quel est l'art martial le plus puissant, quel est l'art martial le plus rapide, etc. Sauf que quand tu vois Brent Foster dans le lot par rapport aux autres combattants, il détonne, quoi. Il est juste au-dessus de tout le monde, quoi, en termes de puissance, en termes de martialité. Enfin, bref, ce mec-là est impressionnant. Ouais. Il faut se le dire. Donc pour ses arts martiaux, parce qu'en fait c'est quelqu'un. Encore une fois, je vous renvoie à Art of Action où il explique justement tout ça. D'ailleurs, dans Art of Action, c'est une émission qui date de 2022, si je dis pas de bêtises, 2022 ou 2023, 2022. Il tease déjà le projet sur lequel il est en train de bosser. D'accord, ok. Qu'on va nous avoir en 2024. Okay. Il explique à Scott Adkins qu'il est en train de travailler sur un projet très personnel qui lui tient à cœur, qu'il est en train de travailler dessus justement. Il est dans les derniers rushs et compagnie, donc c'est un film qui a mis du temps un peu à se faire quand même aussi, il faut se le dire. Et donc au niveau martial, c'est quelqu'un qui va tourner, on va dire, entre 3 principaux arts martiaux. Il a commencé par le taekwondo, ce qui lui a donné toute cette agilité au niveau des jambes. Il a fait beaucoup de kickboxing aussi, et il a complété tout ça pour vraiment faire un combattant extrêmement complet. Il a complété avec du JJB. Et il est, dans ces 3 arts martiaux-là, il est extrêmement bien gradé. Voilà, j'ai plus les dan en tête, mais c'est pas le but justement de donner le nombre de dan. Mais c'est quelqu'un qui est un mec très reconnu à chaque fois dans chacun de ses domaines. Il est capable, et il le montre dans le film d'ailleurs, parce qu'encore une fois on le répète, le film est aussi un peu une vitrine pour son école. Il est capable de passer sur les cours de taekwondo enfant, cours de taekwondo adulte, il passe après sur les cours de kickboxing et MMA, il passe sur le JJB. Enfin, il fait de la Muay Thai, il fait du Muay Thai aussi. Enfin, c'est un truc assez fou quand même. Et c'est vrai que il est vraiment impressionnant, quoi, pour un mec qui a 48 ans. Et tu vois, j'aime beaucoup Scott Adkins parce que Scott Adkins a aussi une certaine physicalité à l'écran, un jeu d'acteur qui passe super bien à l'écran. Mais c'est vrai que Brent Foster, je pense, est plus complet martialement que Scott Adkins. Ouais, mais alors, moi, je l'ai ressenti dans les scènes de combat. On a toute une génération d'artistes martiaux, par exemple, Scott Adkins, on a Michael J. White, on en parlait ce midi. Marco Zuror. Marco Zuror, voilà. Alors pour ceux qui ne retrouvent pas qui est Marco Zuror, c'est le grand méchant de Undisputed 3. Voilà, c'est ça, et qui a fait le film Mirage Man, voilà. Donc voilà, j'ai montré aux copains de Nanarologie. Allez écoutez Nanarologie, voilà, pour voir de quoi ça parle. Donc et c'est vrai que quand on voit Brent Foster, mais c'est tellement fluide, c'est tellement... En fait, c'est ça, c'est que...
c'est bizarre parce que la génération Scott Adkins, la génération Michael J. White mettaient en fait, ont mis en place ce genre de montage, ce genre de puissance de frappe dans leurs films, la rapidité et autres. Mais maintenant, dans leurs films, parce qu'ils sont vieux, ils commencent à vieillir, hein, on a quand même Michael J. White, je crois qu'il a 54 ans, quoi. C'est un peu moins rapide. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec cette rapidité-là et cette fluidité-là. Et j'ai été très surpris quand j'ai vu l'âge de Brent Foster. J'ai fait waouh, 48 balais, plus jeune que Scott Adkins. Impressionnant. Non, ils ont le même âge. Hein. Ah, ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Ouais. Ils ont le même âge. Ils ont fait la réflexion quand ils ont fait l'émission ensemble. Ils ont le même âge. Et j'ai pu échanger avec un cascadeur qui officie un peu sur YouTube qui s'appelle Bruce Willow. Et qui justement, quand on discutait justement de Brent Foster, parce que je lui posais la question de pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore fait d'autres émissions, il recevait des invités, parce qu'il a Bruce Willow a reçu Scott Adkins. Je lui dis Brent Foster, il me dit ah ouais, j'aimerais beaucoup recevoir Brent Foster, et il me dit je sais plus quelle tournure il a trouvé en anglais, parce qu'on échangeait en anglais, que grosso modo pour un mec à 48 ans, il donnait des coups de pied comme s'il en avait 15 quoi. En gros, pour simplifier quoi, pour montrer à tel point le mec est impressionnant martialement quoi. Non, et puis même, moi, Bon, on va pas se mentir, on va donner notre avis. Oui. Ouais, oui, vas-y. moi, ce que j'ai apprécié, c'est véritablement, il passe d'un art martial à un autre, mais en un claquement de doigts. Enfin, c'est ma soeur bien-aimée, le mec. Il fait des trucs, il va passer en mode MMA, il va passer en mode MMA, donc JJB, en taekwondo, enfin, c'est en Muay Thai, parce qu'il y a quand même kickboxing, il fait une démonstration à un moment donné. C'est impressionnant. J'ai adoré le film. J'ai trouvé que c'était canon. J'ai trouvé que c'était la scène finale, mais c'est dinguerie. On la garde. Ouais, dinguerie. Mais même, tu vois, au-delà de la scène finale, il y a beaucoup de scènes où tu te dis, il y a des combats, c'est des dingueries quoi, les combats. Chaque combat, c'est hyper bien chorégraphié. On dirait que l'acteur porte ses coups. Enfin, c'est impressionnant de voir ça. Bien évidemment, il y a des points négatifs, mais c'est sûr, c'est un petit budget. Donc, qui dit petit budget, je pense qu'en fait, et puis c'est aussi une promotion à son école. Donc, en gros, il a voulu aussi montrer son école, de quoi ses élèves étaient capables, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans cette école-là aussi, c'est important. Je pense aussi c'était ça. Montrer un peu tous les dojos qu'il y a, parce qu'il y a le ring, il y a tout ça. Montrer aussi son expérience. Le seul point négatif, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un arc dans le film qui ne sert strictement à rien. Cet arc-là, je l'ai pas compris. Tu peux le dire, c'est l'arc du combattant du UFC, on va dire, grosso modo. Le combattant MMA qui vient défier. Le personnage de. C'est Alex, son prénom dans le film. C'est ça, c'est Alex, ouais. Et cette scène-là, je l'ai pas comprise. En fait, cet arc-là, je l'ai pas compris. Ne sert strictement à rien, ça prend combien de temps allez, ça prend 5-10 minutes. 10 bonnes minutes, tu peux le dire. Entre le moment où il s'entraîne, entre le moment où il y a le combat. Après, il est teasé. Puisqu'à un moment donné, je sais pas si tu au début, il regarde une vidéo YouTube où il voit le mec qui fait un truc, donc tu sens que c'est un fusil de Tchekhov pour plus tard, quoi. C'est un fusil de Tchekhov pour plus tard, c'est sûr et certain, mais enfin, tu vois, je la trouve un peu inutile, sachant que cette séquence-là arrive après l'incident. Donc je me dis, mais attends, mais on est en pleine intrigue, pourquoi tu nous fous ça ? Enfin, tu vois, donc bon, même si le combat est très bien, attention, le combat est très bien et moi je valide, je trouve que c'est vraiment bien chorégraphié et surtout bien filmé. Il y a du reshoot. Ouais, tu les as vus, ça m'avait pas choqué. Il y a qu'une scène, il y a qu'une scène vraiment, j'ai fait gaffe parce que en fait c'est pas du tout le même angle de la caméra. Je pense que là il a pris avec un appareil photo. Directement, il l'a pris avec un appareil photo et je pense que c'est peut-être la scène qui manquait. Enfin, tu vois, il a tout filmé, tous ses dojos, tous ses sports, il les a filmés. Mais à un moment donné, quand tu arrives au kickboxing ou au Muay Thai, c'est vrai qu'on n'a pas trop de scènes. Et cette scène-là, en fait, c'est pour compléter. Et je pense que une fois le film terminé, j'ai peut-être, il me faut cette scène-là et ça a été tourné avec quelle caméra et
et en fait c'est mal cadré. En fait on voit que ça pouvait être une vidéo qui peut passer sur YouTube. Tu vois là nous on n'est pas cadré. Mais donc voilà, ça peut être directement voilà. Ah. On est très mal cadré, ouais. Très mal cadré, mais tu vois ça pouvait être une vidéo comme ça. Mais on essaie aussi, alors pour les petits offres des auditeurs, on teste des nouveaux micros avec des câbles. On pense que là on voit les courbes des audios, on pense qu'à mon avis il y a peut-être un petit peu d'écho chez toi. Je pense qu'on est à peu près. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, au montage, normalement, vous n'entendrez rien. Ah bah, ça se trouve, en montage, ils l'auront directement la vidéo, donc ils vont rien entendre. Ça sera fluide. Oui, complètement. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment, un bon film d'action qui dure 2 heures. Il faut le dire, avec une bonne intrigue. Qui casse pas 3 pattes à un canard, mais ça fait partie d'une intrigue des années 90. Moi, Ah, complètement. Voilà. Ah ouais, complètement. Des scènes d'action qui sont justifiées. Enfin, franchement, c'est assez canon. Et puis, un Brett Foster, que j'ai découvert. Et l'actrice, alors là... Ah oui, t'es tombé amoureux, toi, je crois. Ah ouais. Je t'ai envoyé un message, je suis amoureux. Je suis amoureux de l'actrice. C'est un mariage entre 2 actrices qu'on connaît bien de ces films série B. Maggie Grace qui joue dans Taken et Kate Bosworth. Kate Bosworth, son rôle. Superman Returns. Ouais, alors moi j'allais sortir Blue Crush. Désolé. Ouais, je suis le distingué. Le fameux film de surf où ils ont collé le visage de la fille sur une vraie surfeuse professionnelle et c'est très moche. C'est très moche. Et déjà à l'époque c'était moche. Donc non vraiment quand je l'ai vu je me suis dit ah oui d'accord ok donc elle joue dans ce film là ok et je me suis dit j'espère que c'est l'héroïne parce que si elle fait qu'un caméo c'est pas mais non mais en plus elle joue bien c'est au-delà de ça je trouve qu'il y a en plus c'est pas comme un film, comment dire, à petit budget où, ok, il n'y a pas de directeur d'acteur et faites comme vous voulez, c'est la cour de récréation, les filles sont en roue libre. Et puis aussi, il y a un truc intéressant, c'est souvent dans ces films-là, le personnage féminin est un faire-valoir. Là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas forcément un faire-valoir. Déjà non, elle est directement connectée à l'intrigue et surtout elle est pas juste là pour être un atout charme. C'est ça. Déjà d'une elle joue bien et tout de suite j'ai regardé sa filmographie en disant attends mais elle joue bien mais je l'ai déjà vu quelque part. Non en fait elle a pas fait grand chose. Elle a fait une série australienne avec Chris Hemsworth dans les années 2000. Ah est-ce qu'on l'oublie mais Chris Hemsworth est australien aussi. Ouais. Elle a fait une série dans les années 2000 avec Chris Hemsworth mais sinon elle n'a pas fait une grande carrière et je me suis dit putain mais elle joue bien et en plus c'est pas un faire valoir et les acteurs sont bien dirigés, c'est-à-dire qu'en fait Brent Foster a cadré le truc du début jusqu'à la fin. De la réalisation ça m'étonnait pas. J'ai un copain qui était au lycée avec moi, Thomas Lorbert, qui est maintenant cascadeur pour des films comme Warner, donc il a fait Titan. Il a été le cascadeur de Jason Todd, mais vous pouvez le retrouver aussi dans Thanksgiving. Il fait aussi une apparition au Thanksgiving et tout ça. Dans Jason Todd, le Jason Todd ? Jason Todd, ouais. Ah ouais, d'accord. Le Jason Todd, ouais. Et c'était son cascadeur officiel. Et il était au lycée avec moi et il a commencé sa carrière d'acteur dans mes courts-métrages. Voilà, comme quoi. Voilà. Court-métrage qu'on peut retrouver sur YouTube @Jason. Voilà. Vous pouvez retrouver mes courts-métrages sur YouTube. Mais pour le coup, quand je le voyais moi dans les stories, comment il filmait, parce qu'il est aussi réalisateur, je me disais ok c'est incroyable parce qu'en fait quand t'es cascadeur, t'es artiste martial, quand tu réalises un film, surtout maintenant, ils ont la logique de dire ok cette scène là, voilà comment on va la tourner et ils savent très bien les coups et autres, comment ça va être rythmé et tout ça. Donc ça, en même temps je suis pas étonné. Mais c'est quand même, je crois que c'est son premier long métrage. Oui, complètement. Premier long métrage. Le mec, il est assez incroyable il est à l'aise. En fait, c'est ça, c'est un film, tu te dis, c'est un petit budget, mais il est à l'aise carrément. Ouais, mais alors ça, tu vois, je pense qu'encore une fois, c'est toute l'expérience qu'il a eue en fait aux États-Unis.
de fait d'avoir tourné Ouais. avec des réals américains, d'avoir tourné dans une série, d'avoir fait quand même pas mal de choses. Et c'est un mec qui, on sent qu'il a baigné en fait dans tous ces films-là aussi. C'est vrai, c'est Donc vrai. il sait comment filmer les films pour filmer les scènes d'action et de baston. C'est tout ce qu'on demande, qu'elles soient bien filmées, et elles sont très bien filmées. C'est ça qui fait. Tu vois, on disait souvent un truc, on parlait de Billy Blanc, tu sais, on revient encore à Jalal Merhi. Ah, merci. Mais- Putain, et je vous assure, et c'est énorme. Dans chaque épisode, on parle de Jaméry. Et je ne suis pour rien. Chers auditeurs, vous êtes rendu Non, compte. mais- Je ne suis pour rien. C'est pour étayer mon. C'est Seb qui me force à chaque fois. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est pour étayer mon propos. Billy Blanc, c'est un très bon combattant. Mais par contre, il est très mal filmé, donc ça le met pas en avant. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez voir un Bren Foster mal filmé, vous regardez les films où il joue avec Steven Seagal. Malheureusement, on sait que le mec a du potentiel, il est super bon, mais il est super mal filmé. Et justement, il faut attendre Life After Fighting pour se dire, ok, le mec c'est un crack. Ouais, c'est un Et crack, ouais. voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il a cette expérience-là, il sait ce qu'il veut et il sait comment poser sa caméra. Et c'est pas non plus une réal très non plus transcendante, Mm. mais elle fait le taf. Elle fait Pour le que ça taf, rende ouais, les ouais, scènes ouais, ouais. hyper dynamiques et hyper jouissives. Je suis d'accord, je suis d'accord. Eh ben, vas-y, dis-nous ton avis. Parce que Ouais, alors je vais évacuer très rapidement je vais pas te paraphraser, mais oui, il y a un petit problème de rythme à un moment Oui. donné. On Mais aurait ça t'a pas plus choqué que ça? Non, quoi. la première fois, non. C'est la deuxième fois où j'ai un peu plus ressenti les longueurs. Et clairement, je me dis que le film aurait pu faire 20 minutes de moins. Mais je pense que Un petit 1h40, ça aurait été largement suffisant. Il aurait pu raccourcir certaines scènes, enlever cette fameuse scène avec le combattant de MMA qui est peut-être un peu de trop, ou alors la mettre au début, mais la faire plus courte. Enfin bref, il y a un petit problème de rythme. La photo est pas toujours très jolie, faut le dire ce qui est. C'est pas Oui, une photo. La photo est un peu terne, mais en même temps, vu l'ambiance du film, on s'attendait pas forcément à une photo plus ouais, colorée. j'ai vu pire. Hein. Mais j'ai vu pire aussi, c'est loin d'être honteux. Mais ouais, pour moi, c'est la claque dans le hors cinéma asiatique, parce qu'on a City of Ouais, bien Darkness qui est sûr, sorti ouais. la même année. Ouais. Pour moi, c'est ma claque film d'arts martiaux de l'année, quoi. Elle rentre dans mon top 3 direct. Elle se bagarre la première place avec City of Darkness. Je peux pas les opposer les deux parce qu'ils ont une vision complètement différente des arts martiaux. Il y en a un qui va aller chercher plutôt dans le côté un peu fantastique, l'autre qui va être plutôt dans le côté vraiment terre à terre. Et je peux pas les opposer. Mais pour moi, ils sont tout en haut tous les deux. C'est deux grands films d'arts martiaux. Celui-là, vous aimez voir les arts martiaux au cinéma, bah vous y allez, ça va vous contenter. C'est orgasmique, c'est-à-dire que c'est une montée en puissance. Et on va y revenir plus en détail quand on parlera de la scène qu'on a choisie, parce que ça illustre bien en fait toute la montée en puissance du film Ouais. et qui est synthétisée en fait dans cette dernière scène, puisqu'en fait on va nous montrer dans le film sa maîtrise des arts martiaux, sa maîtrise de la transmission des arts martiaux. On le sait, on le dit pas, mais il a aussi un cours de self-défense où il entraîne des gens de la police à désarmer, à enlever les couteaux, tout ça. C'est vrai. Donc tout ça, c'est pas mis là par hasard. C'est mis là parce que justement, ça va rendre et ça va crédibiliser la scène qu'on va avoir juste après. Ouais, tout à fait, ouais. Donc je trouve que voilà, c'est pas une écriture non plus hyper développée, mais ça reste un truc efficace. Moi, j'en demande pas plus. Je veux pas un truc ultra compliqué avec des choses machin. Il a rajouté un élément dramatique qui fait le taf, un peu gros, mais qui fait le taf. Oui, ouais. Voilà. Mais par contre, en termes d'action, il est irréprochable, quoi. Ouais, non, Chorégraphie ouais. des combats. Enfin, il a mis tout de lui dedans, quoi. Et c'est franchement, c'est un grand film d'arts martiaux. Ouais, Voilà. Je suis Moi, d'accord. j'attends d'avoir un film qui est bien filmé, avec des bons angles de caméra, percutant, un bon sound design sur les coups, du cassage de bras, tout ce qu'on veut. On en a, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un film qui, franchement, mérite d'avoir une sortie cinéma. Malheureusement, on l'aura pas. Non. À part Miracle, mais au moins ça serait cool si on pouvait avoir au moins un format Blu-ray, un beau Blu-ray où on aurait du bonus, où l'éditeur français qui irait le voir irait justement faire une interview avec Bren Foster parce qu'il est ultra accessible, le mec. Mais vraiment, je pense que demain, un mec qui veut éditer Life After Fighting,
il va l'éditer sans problème, bon, après moyennant finance, et je pense qu'au niveau bonus, il y aura aucun souci pour aller chercher Brent Foster, parce que c'est un mec, tu lui mets un commentaire sur Facebook, il te répond quoi. Ouais, toi tu lui as. Ouais, il m'a répondu. Ouais. Je lui avais posé la question en fait, j'avais dit c'est quand la sortie française, on attend le film quoi. Et il m'avait dit ça vient de tomber sur Prime Video, ça devrait pas tarder. Tu vois, il m'a fait une réponse, toi. Ouais. Pourtant, il est suivi par plusieurs milliers de mecs, mais il like assez facilement les commentaires. Enfin, moi, il m'a liké 2-3 fois sur des trucs que j'ai pu dire par rapport au film. Donc, je pense qu'aujourd'hui, des gens qui sont haut placés dans l'édition du DVD, voilà, on se disait en off tous les deux, on voit bien un éditeur comme Metropolitan. Ouais. Alors Metropolitan AB Studio ou Metropolitan. AB Studio, ouais, qui peut aller chercher. On peut être surpris, hein. Ça peut être un Carlotta, ça peut être aussi un Chat qui fume. Tu vois? Ouais, j'y crois moyen. T'y crois moyen, toi? Chat qui fume, j'y crois moyen. Parce que Chat qui fume, c'est surtout des rééditions d'anciens films. Ils font plus maintenant les nouveaux films. Ils le faisaient au tout début, en 2010, quand ils produisaient aussi. Après, ça peut être un bon vieux TF1 vidéo aussi, hein. Ça peut être un bon vieux TF1 vidéo. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais bref, il faut qu'ils sortent, dans tous les cas. Ouais. Il faut qu'ils sortent parce que malheureusement, là, on a une copie Prime Vidéo, il manque la VO. Voilà, et c'est vrai que la VF est pas dégueulasse. La VF est pas pourrie, mais quand tu l'as vu en VO, ouais, non, je comprends. T'as un petit downgrade, mais elle est pas honteuse. Clairement, elle fait le taf et franchement, ça suffit amplement. Mais en tout cas, ouais, chouette film. Je peux juste vous dire d'aller le voir. Faites-nous confiance. En général, si vous nous écoutez, c'est que voilà, vous n'êtes pas tout le temps d'accord avec nous. Mais là, clairement, pour moi, c'est la pépite de l'année 2024. Alors, nous, il sort en 2025 chez nous. Ouais. Mais c'est sorti en 2024 outre-Atlantique. Mais voilà, on va dire que c'est la pépite 2025. Mon cher Seb, est-ce que tu es prêt? Ah oui, je suis prêt. Je prends mes notes. Ouais. Et bah passons tout de suite à la scène que l'on a choisie. Oui, maintenant qu'il y a la caméra, on peut faire des coups de poing à la télé. Oui, oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Oui. Bah écoute, on a choisi la dernière scène. Bah ouais. Qui dure 35 minutes, je crois. Ouais, elle a battu tous les records. 35 minutes. Alors, on redit aux auditeurs, si vous n'avez pas vu le film, vous arrêtez maintenant. Ouais, vous allez vous prendre un abonnement sur Amazon Prime, pour ceux qui n'ont pas. C'est ça. Vous regardez le film, vous avez 2 heures de votre temps, et puis hop, vous revenez. Parfait, vous écoutez, vous recontinuez le podcast, d'écouter, vous réécoutez le podcast à ce moment-là, et puis vous continuez avec nous. On va vous parler de la scène de fin. C'est la scène donc de fin. C'est très long, hein, ma phrase. Hein. Ouais, c'est un peu long. Je dis, c'est interminable. Ouais, voilà, c'est interminable. Je me suis dit, même moi dans ma tête, je me suis dit, mais il faut que tu t'arrêtes. Arrête, je m'auto-soule. Ouais, Alors, elle se passe donc à la fin du film. Donc, il y a une histoire de rapt d'enfants. Donc, en fait, le personnage de Brent Foster arrive à récupérer les enfants qui ont été enlevés. Et il y a un petit imbroglio au niveau des téléphones portables pour justifier le fait que ils n'arrivent pas à joindre la police. Donc, où est-ce qu'ils vont? Eh ben, ils vont se cacher dans le dojo. Et là, donc, ceux qui sont là savent, c'est en fait donc l'ex-mari de sa nouvelle copine qui est impliqué en fait dans le trafic d'enfants, puisqu'en fait il envoie ces enfants-là en Bulgarie, Roumanie pour se faire de l'argent. Exactement. Sauf que là, ça le fout dans le caca. Il s'est fait piquer toute sa marchandise, hein, parce qu'il considère les gamins comme de la marchandise, et il décide de prendre ses hommes de main et d'aller faire la fête à Brent Foster et récupérer les gamins. Et donc là, il emmène du coup 9 de ces gars les plus affûtés, puisque en fait on va retrouver avec un 1 versus 9, et ils vont du coup s'affronter dans le dojo. Donc vous doutez bien que sur 30 minutes de film, on a pris le temps de vous cadencer les scènes. Parce que ça peut vite être le bazar. Et ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc moi je te propose qu'on démarre déjà par la première partie. Qui est en fait un 1 versus 3. Puisqu'en fait il y a sur donc, les personnages, il y a une partie de l'équipe qui va être en bas, qui va essayer de rentrer par les portes du dojo. Et une autre partie de l'équipe de Malfrat qui va passer par le toit. Ça va être hyper important pour la construction du film. Première partie, moi j'ai nommé 1 versus 3 sur les tatamis. Bon, il y aura beaucoup de scènes sur les tatamis, hein. C'est pratique pour rebondir. Voilà. Donc là, il va affronter les mecs qui sont rentrés par la porte d'entrée.
Et là, on va commencer par un truc assez classique de combat pied-point, où ça va déjà bien tataner sévère, et il va fracasser les 3 mecs qui vont rentrer dans la salle. Il va les mettre bien KO. Il va faire de la strangulation pour certains. Il va en mettre KO d'autres. Il va pas les tuer. Et il ne va pas les tuer. C'est hyper important pour la suite. Il va les mettre KO et ça va se conclure sur un éclatage de gars dans la caisse à matériel du club. Parce que ce qui est vachement bien en fait, c'est que c'est son dojo. Je me dis mince, il a dû avoir un peu de casse quand même parce qu'il s'est amusé à péter plein de vitres, à péter du matos, etc. Il s'en est donné à cœur joie quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Cette scène-là, en fait, c'est là où on se dit, bon, on est à la scène finale, ok, très bien. Quand on voit les 3 personnes arriver, on se dit, waouh! Puis avec un masque en plus. Avec un masque, le combat est assez ouf. Et dites-vous que ça monte en puissance, en fait. Et c'est que le début, ouais. C'est que le début. C'est que le début. Et là, il a vraiment une intention, entre guillemets, je vais pas dire pacifiste, mais il se défend, il les met hors d'état de nuire, mais voilà, il veut rester, entre guillemets, réglo malgré tout, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il veut... Enfin, voilà, il veut défendre sa petite amie, les enfants, mais il veut pas tuer, quoi. C'est vraiment... Voilà, lui, il est pas venu pour ça. C'est quelqu'un qui, il faut le dire, hein, c'est quelqu'un qui travaille avec les forces de l'ordre, qui enseigne la self-défense, donc il sait les répercussions que ça peut avoir, justement, de franchir le Rubicon et de tuer quelqu'un. Donc ça, il veut au maximum éviter de faire ça. Mais ça va être remis en cause par la deuxième partie du combat, parce qu'une fois s'être débarrassé de ses 3 premiers agresseurs, il va tomber sur un autre gars qui était passé par le toit. Et là, on va le droit d'avoir un affrontement en 1v1 où le mec va partir avec un avantage avec un couteau. Ouais. Et il va y avoir un combat hyper bien parce qu'il va être dans un espace très réduit. Donc on va le voir faire des techniques d'esquive, de blocage, de dévier la lame, parce qu'à chaque fois le mec va essayer de le planter avec son couteau. Et c'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, il va y avoir 2 signaux importants. Il y a un premier, c'est que déjà il va enlever le masque de son agresseur, ce qui va du coup humaniser vraiment l'agresseur, et surtout en fait sur un acte de self-défense, sur un acte d'autodéfense. Ouais. Il va renvoyer en fait l'arme de son agresseur contre lui, et son agresseur va se planter à la gorge avec le couteau et mourir dans l'escalier. Ouais. Et là, à ce moment-là, il va franchir un cap qu'il ne se voyait pas franchir. Et et c'est là, je trouve qu'il est bon, Bren Foster, dans cette partie-là, parce que du coup, il va avoir dans son visage, ça va changer. Ouais. Ça va changer, et on a l'impression que il est touché par cette conséquence. Je suis d'accord. En fait, déjà, il y a un petit coup de stress pour le spectateur parce que pendant qu'il se bat avec les 3 personnes, les autres arrivent à s'infiltrer dans le dojo via le toit, via le plafond. Et là, déjà, il y a un petit coup de stress parce que en fait, les mecs commencent à s'infiltrer pour pouvoir rentrer, pour pouvoir en fait trouver la cachette des enfants. Et donc là on se dit mais non mais il faut que tu y ailles là mec, arrête de te battre. Il faut que tu y ailles. Et donc en fait il arrive, il voit, en fait il sait très bien que en fait il y a des mecs qui sont c'est la 3e partie, il y a 2 mecs qui arrivent en haut, c'est ça. Ouais. Et donc pour le coup en fait il va les poursuivre, et là il y a le mec avec son couteau, et là tu te dis oh, il est foutu, il a un couteau. Et je trouve que en fait ce qui est assez intéressant, c'est que dans d'autres films d'action on pourrait dire par exemple John Wick. Je prends John Wick en exemple. Dans John Wick, on n'a pas peur pour Keanu Reeves. Non. À partir du 2, on n'a pas peur. Le 1, à la limite, bon, il peut être en difficulté. Même le 1, il est tellement vendu comme le Baba Yaga. Baba Yaga. Là, même si tout au long du film, on voit que le mec se défend plutôt bien et qu'il casse des bouches, concrètement, moi je me disais, il va crever à un moment donné. Ouais, on a peur pour lui. Surtout qu'il y a un petit élément qu'on n'a pas dit parce qu'on n'a pas voulu spoiler le film. Ouais. Il y a pas mal de choses qui sont plantées en fait tout au long du film. On nous explique, comme les couteaux. On nous explique qu'en fait que le personnage de Bren Foster, en fait, il est fatigué, que il combat, il a fait des championnats, il a fait de la compétition à haut niveau, mais qu'il en fait plus parce qu'il a subi beaucoup de blessures. Il a des broches dans les jambes, il a des problèmes de dos.
Ben là, il va être mis à rude épreuve. Donc on se dit qu'il est pas, c'est pas un super héros. Bon, c'est sûr, c'est sûr. spoiler alerte, il va quand même casser les bouches. Mais il va casser les bouches en bon, voilà. Mais on a quand même peur pour lui. On se dit, purée, le mec avec un couteau, il va falloir. Parce que il y a un truc aussi qui est super bien chez Brent Foster, c'est qu'on ressent la fatigue. Ça, il le joue très très bien. Tu sais, c'est un peu comme on avait fait cette réflexion-là avec The Raid, Iko Uwais. Oui. Je mets en relation les deux films parce que Oui, en fait, complètement. on est sur la même échelle en fait. Il y a un certain parallèle au niveau de la brutalité, ouais, on peut le dire. Ça c'est ouf. Ouais, ouais. Ça c'est ouf. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire qu'on a un Brent Foster qui commence à être fatigué parce que bon, il y a l'âge, il y a les blessures aussi qui reviennent et il se dit purée, là je vais affronter quelqu'un avec un couteau, enfin, et c'est pas le dernier quoi. Et donc pour le coup, quand il le tue, ce que j'ai apprécié, c'est que dans d'autres films, le héros aurait pu se barrer et là il enlève la cagoule. Et je trouve ça c'est vachement bien et c'est une note d'intention que y a pas beaucoup de films qui le montrent. Ils humanisent en fait le criminel quoi. Et je trouve ça intéressant. Non mais c'est sûr que c'est je trouve que c'est vraiment, elle est bien réfléchie cette scène, bien chorégraphiée. On voit vraiment que les coups passent vraiment pas loin, que les coups de couteau sont assez proches. Enfin c'est très millimétré quoi. Vraiment on sent que c'est qu'ils se connaissent bien. Ouais. Quand tu dis que les coups portés, je pense qu'il y a quelques coups qui sont portés parce que pourquoi ? Parce qu'ils se connaissent. Parce qu'on sent qu'ils travaillent ensemble depuis des années, que se donner des coups, c'est pas un problème, ils savent encaisser. Et d'ailleurs, ça me fait penser que à un moment donné, quand Scott Adkins parlait avec Richard Norton, il disait que il prenait vraiment les coups de Sam Wong et Jackie Chan, mais qu'il était là pour ça et que de toute façon, il avait rien à dire et il y a qu'une chose à faire, c'est de se taire et de faire le taf. Et d'ailleurs à ce moment-là, un jour on en parlera, mais quand on parlera du Universal Soldier avec Scott Adkins, tu vas comprendre où je veux en venir. Ça paraît un peu alambiqué. Scott Adkins dit à un moment donné qu'un de ses cascadeurs lui avait donné la permission de vraiment porter le coup, dans une certaine mesure, à la tête. Donc je sais pas si tu te souviens, il y a une scène à un moment donné, Scott Adkins met un high kick dans la bouche d'un mec et le mec, ça a vraiment l'impression qu'il y a un impact. Il y a vraiment eu un impact. Et je pense que dans ce film-là, pour revenir sur Brent Foster, je pense qu'on a par moment des coups qui sont vraiment portés, ce qui renforce vraiment le réalisme de la scène, quoi. Ouais. Troisième partie, tu le parlais tout à l'heure justement, il y a deux mecs qui arrivent à l'étage, dont un qui a un pistolet. Et là, ça commence à vraiment se serrer parce qu'en fait, c'est là où sont cachés les enfants à l'étage. Donc, il va devoir y aller. Il va rencontrer une vieille connaissance puisqu'en fait, dans le groupe, on l'a pas dit, il y a un barbu. C'est le barbu, un des premiers combats du film où il affronte le barbu qui fait partie forcément de l'équipe de Malfrat. Et il va s'affronter. Alors, il va vite évacuer le barbu parce qu'il va le faire tomber du premier étage. Par contre, il va se fracasser avec l'autre et j'adore le finish move de ce mec, c'est que il va arracher la poignée de la porte. Dans cette scène-là, il y a pas mal de coups qui sont échangés. Il va vite se débarrasser du gun aussi. Ouais. Gun qui aura son importance, bien évidemment. Et il va finir le mec à la poignée de porte dans la carotide. Ça, on aime. Et ça, on aime. Ça, on aime. Oui. Et quand je disais au départ, attention, il ne tue pas. Au départ. Là, ça va commencer. Là, on commence. Il se rend compte qu'il a pas le choix là. Ouais, voilà, et que s'il veut protéger les enfants, il y a qu'une solution, c'est qu'ils ne reviennent pas à la vie, quoi, les mecs. Donc, le coup de la poignée de porte, j'ai adoré. Je trouve que elle est hyper bien faite et hyper brutale. C'est là où on se dit que le mec, c'est une machine à tuer, quoi. Après, l'autre, le tête rasée. Lui, il est coriace. Je trouve que il est un peu plus fort dans cette scène-là qu'au départ. Tu sais, complètement. Alors, il va être vraiment fort sur la fin, parce que toi, c'est vraiment dans la. J'ai compté 6 parties au total, pour vous donner une idée. On en est qu'à la 3e. On va un peu accélérer parce qu'après, c'est beaucoup de scènes de baston, de clés, de machin. Et puis.
Ouais, bah vas-y, Ouais, continue. donc, quatrième partie, il va revenir sur les tatamis. Retour sur les tatamis, j'ai appelé ça. Il va affronter un petit peu le barbu. Il va vite se débarrasser du barbu. Il va le mettre KO en le projetant contre une vitre. Et on croit qu'il meurt, hein, le mec, hein, parce qu'il saigne de la tête et tout ça. C'est ça, de la exactement. tempe, On sent qu'il est bien KO. Ouais. Et il va faire du coup un 1 versus 2 sur deux mecs qui étaient encore en bas, qui sont réussi à rentrer, dont un qui a une matraque télescopique. Ouais. Donc pareil, il va réussir à s'en débarrasser assez facilement. Donc là, si vous avez bien compté, on est à combien ? Comment ça, on est à combien ? Mais on est à combien de personnes là pour l'instant ? D'adversaires. Oh là. Là pour l'instant, il a affronté 8 personnes. 8. Et je vous ai dit 9. 9 parce qu'il manque un mec. Il manque un mec, c'est. Mais il viendra beaucoup plus tard, celui-là. Voilà. On peut le dire, il y a des parallèles à faire avec les jeux vidéo, hein, puisque on est dans un jeu vidéo. Il y a des moments où même il arrive à placer, être en c'est l'impression que c'est du versus fighting, hein, et le mec qu'il aura déjà croisé dans le film, qui sera le boss de fin, va lui donner un peu plus de fil à retordre, mais on verra, ça se passera quand même bien malgré tout. Il y a une référence à Street Fighter, tu me disais. Hein. Ouais, alors à la fin, je la garde pour la fin, tu verras. Ok. C'est léger, hein, mais j'ai vu un truc à Street Fighter en tout cas. Cinquième partie, je sais pas, il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé de ça. Et moi, c'est le premier truc qui m'a frappé quand j'ai vu le film. Moi, je l'ai appelé. T'as pas trop eu mal. De quoi ? T'as pas trop eu mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui t'a frappé. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, ça m'a vraiment fait penser au film de zombies. Ouais. Genre le retour des morts vivants. Ouais. Dans la manière dont les mecs se réveillent de leur chaos. Parce qu'il faut se rappeler, il en a tué que 2 pour l'instant. Il en reste 6. Et les 6 se réveillent tous enfin pas tous en même temps, mais au fur et à mesure. Ils se relèvent, mais tels des zombies qui se réveillent de leur mort, quoi. Alors ils ont pris un chaos, mais ils se réveillent, ils sont un peu étourdis, et ils y retournent, quoi. Et on est reparti pour une nouvelle salve, quoi. Sauf que là, il comprend que s'il veut vraiment être tranquille, il faut qu'il s'en débarrasse. Et c'est là où, dans cette scène-là, on va encore monter d'un cran, quoi. Parce qu'il les a mis KO, mais ça suffit pas. Donc qu'est-ce qui reste après le KO ? Il reste l'annihilation totale de l'adversaire, quoi. Et là, on va monter, quand je dis qu'on monte d'un cran dans la violence, c'est assez fou. Je l'ai nommé sur le truc, là j'ai mis sur les 5 restants, parce qu'après il va y avoir un petit combat compliqué contre le fameux barbu, et je vais te laisser réagir sur les 5 combats. Moi j'ai dit, il est en mode finish him là. Tous les mecs, il va essayer de les fracasser à coups de coude dans la tête, à leur casser les vertèbres, enfin les cervicales. Enfin c'est violent, mais c'est waouh, c'est bestial, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, il est, en fait, il monte d'un niveau. C'est un peu comme comme dans un jeu vidéo, on a pas une vie en plus, mais un power up, et il les défonce, mais d'une force. C'est ultra violent. C'est un animal, hein. Ça devient un animal. C'est bestial, mec, hein. Complètement. Là, il a aucune limite. Et même en tant que spectateur, on se dit, mais jusqu'où il va aller ? Et c'est ça qui est plutôt intéressant. Ouais, parce qu'en fait, il reste encore du monde, et ce que je trouve qui est fou, même, parce que faut bien le dire aux auditeurs, hein, c'est une scène qui dure plus de 30 minutes. Ouais. Et le rythme, il est quasi parfait. Ouais, c'est clair. Il est quasi parfait, parce qu'à un moment donné, une fois qu'il se sera débarrassé de ces mecs-là, c'est bon, c'est trop facile, quoi. Enfin, c'est trop facile, il est increvable, le mec. Là, il a pensé à tout. Ouais. Le fameux barbu, là, il s'est relevé. Ouais. Et là, il va y avoir un passage un peu compliqué. Ça va être la fin de séquence là, juste avant l'arrivée du dernier larron. Elle est vraiment compliquée parce qu'il prend des coups critiques. Il prend des patates dans la bouche, il prend des coups dans le dos, et ça devient ultra compliqué parce qu'il est proche du chaos. Et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que là c'est du fan service. C'est la petite phrase du méchant. Qui le fait que ça le ramène à la réalité. Ça, tout à fait, ouais. Il lui dit une petite phrase, je sais plus laquelle, mais en gros, il va leur faire du mal aux gamins, un truc comme ça. Alors en VF, après Ouais. Mais c'est, tu sais, les fillettes que t'as voulu sauver, en fait, je vais les garder pour moi. Ouais. Et ça le réveille de son marasme. Ouais. Et je vais te laisser l'honneur de parler. Du finish him. Ouais, le finish him du barbu. Le finish him du barbu, parce que là, violent. Ouais, le finish him du barbu, en fait, on s'y attend. Enfin, parce qu'il est KO, et il va reprendre un peu de force,
il va le foutre par terre. Et les deux sont complètement KO. Ça fait penser un peu à Rocky 2, tu vois, dans Rocky 2. Oui, je suis persuadé qu'il y a une ref. Voilà, je suis persuadé qu'il y a une ref. Ils sont tous les deux KO. Ils commencent à se relever. Voilà. Il y a le flingue qui est pas très loin aussi. Il me semble. Le flingue. Oui, complètement. Ça, ouais. Et Bren Foster, le personnage de Bren Foster, s'insulte en disant c'est pas fini, mais tu vas te lever, espèce d'enfoiré. Tu vas te lever. T'as pas le droit de mourir maintenant. Enfin voilà. Et il fait c'est pas un KO. Il arrête pas de se répéter ça et tout ça. Et en fait, il va se lever. L'autre aussi. Et alors là. Mais l'autre, il aurait pas dû se lever. Non, reste couché, mec. Il se fait déboîter, les bras, tout son corps. En fait, ici, il savait pas. Même un os qui n'existe pas, il l'éclate. C'est un truc de fou. Et alors, le plus drôle parce que c'est hyper rapide, c'est hyper violent, mais c'est hyper bien fait. Et même, c'est là où tu te dis, putain, mais le trucage, quoi, c'est un truc de dingue. Il lui pète enfin, il y a la vitre qui sépare deux dojos. Il lui éclate la tronche contre la vitre. Et avec les débris de verre, il lui colle la trachée au débris. Et alors là, Swiffer. Alors là, terminé. Waouh, putain. Et l'autre il pisse le sang. Désolé pour les jeunes auditeurs qui écoutent. Non, c'est interdit moins de 16. Le film. Ouais. Alors, Nostal, je sais que tes enfants écoutent notre podcast, mais alors là, c'est dégueulasse. Mais c'est jouissif. Je te dis, on en est à un point quasi orgasmique. C'est viscéral. T'es là, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est incroyable, quoi. Mais c'est incroyable. Et là, en fait, lui, personnellement, il pense que c'est fini. Et donc enfin on arrive à la 6e partie qui voit donc s'affronter le dernier boss. En fait, il se débarrasse de quelques derniers agresseurs, il en reste un ou deux encore qui étaient dans les parages, et on a donc forcément le boss final qui arrive, qui est prêt à en découdre avec notre bon vieux Bren Foster. Et là pour le coup c'est le menu maxi best of, quoi. Oui, totalement, parce qu'en fait, on s'y attend pas, en fait. Enfin, on s'y attend pas. On attend, en fait, cet affrontement depuis un certain temps dans le film. Et là, ça arrive enfin. C'est une dinguerie, mais dinguerie de ouf. Puisqu'en fait, les personnages vont En fait, on voit un Bren Foster fatigué, il le voit arriver, il se dit « Ah, merde. Ça va pas être possible, là. Il est trop fort, le mec. » Ouais, trop fort. Et puis même la fatigue en disant « Oh, il en reste un, mon Dieu. » Et en fait, ils vont se regarder, et là, le combat va commencer. Bref, le combat commence. Ouais, le combat commence. Avec une grosse difficulté, parce que c'est le boss final, forcément. Donc c'est assez chaud. Ils vont, Bren Foster domine aussi le combat. On sent que c'est le dernier adversaire et donc il faut qu'il donne tout, quoi. Ouais. Et puis en fait, on va voir que le méchant est en difficulté, puisque en fait, à un moment donné, il va prendre un sabre. Alors, déjà, si je reprends dans l'ordre, je me permets. Ouais, vas-y. Je me permets parce que il y a deux phases dans ce combat. Il y a une première phase où il se jauge en pied-point. Et c'est là que va arriver à la fin des échanges de coups, c'est là que va arriver la fameuse scène que je dis qui est un peu une rêve, parce qu'il fait la prise de Ryu, en fait, dans Street Fighter. T'as une chope, okay. Quand tu appuies sur R2, tu l'attrapes, il roule en arrière, il met son pied sur le ventre et il le projette en arrière. Il lui fait ça pour clôturer, en fait, ce passage, en fait, d'affrontement pied-point, où ils se sont un peu observés, donné des coups, etc. Et à ce moment-là, le personnage du méchant va récupérer un sabre en bois, et après quelques coups reçus, Bren Foster, lui, va récupérer un bâton. Ouais. Et là, on va se rendre compte que le mec, il est plutôt chaud aussi en bâton, quoi. Ouais. Et en fait, au départ, il est démuni, il se prend pas mal de coups, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, on se dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, il va encore se faire défoncer la tronche. Et puis au final, il va prendre le bâton, et en fait, et là, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est comme dans l'affiche du film. C'est-à-dire que dans le film, elle est là. Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, le mec, c'est aussi un crack. C'est un crack en bâton. Ouais. C'est un crack du maniement d'armes, il faut le dire, ouais. Et en fait, j'ai envie de dire
qu'à partir de ce moment-là, bah on se dit que le méchant va crever. Oui, il va prendre cher, hein, parce que moi ce que j'aime beaucoup, c'est que il aurait pu abuser de ralenti pour montrer la pureté de ses coups. Il en fait un seul, et le seul qui le fait, il est sur la scène où il va réussir à mettre, j'ai compté à l'écran, j'ai repassé plusieurs fois la scène pour être sûr, il passe 4 coups en l'air. Il saute, il lui met 4 coups de pied en l'air, en sauté, et c'est impressionnant. Et ça, il le passe à ralenti pour qu'on puisse voir justement la pureté du geste, et qu'on se rende vraiment compte du nombre de coups qu'il met, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ralenti dans ce film. Hein. Non, moi c'est le seul qui me vient en tête, en tout cas. Pareil. Et là, on va conclure, hein, il y a le finishing qui, moi, j'ai qualifié de finishing orgasmique. Parce qu'il va commencer par aveugler l'adversaire en lui mettant le pouce dans les yeux. Oui. Il va l'attraper et lui mettre un enchaînement d'uppercut au niveau du sternum. Et c'est là qu'on a vraiment l'impression qu'il tape. Ouais. Et il y va, il enchaîne. Et puis il hurle en même temps. Ah, comme ça, là, en mode. Super bien. Ouais, il est déchaîné parce il me dit, voilà. Il lui pète les épaules. Il lui pète les jambes. Et il finit par un arrachage de tranchée. Ouais. En règle, mais on terminado, quoi. Ouais, mais on le. Elle est hors champ. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et fin de en tout cas fin de la scène. Après, il se passe encore des choses derrière. Encore des choses. Ouais. Mais fin de la scène en tout cas. Waouh. Incroyable. Non mais incroyable. Ah ouais, mais 35 minutes, une scène qui reste dans les annales, une scène qui fait cas d'école, moi je dis. Parce que justement, c'est une démonstration, c'est une énorme bande démo, comme pourrait dire Mathieu de chez Peggy 18, mais n'empêche qu'elle est efficace, quoi. Ouais, elle est ouf. Elle est efficace, et puis elle est. T'en ressors, t'es lessivé, quoi. Ouais, non, grave. En tout cas, ce film est totalement incroyable. Enfin, franchement, n'hésitez surtout pas à le regarder. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Ouais. J'espère qu'Amazon, ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont dans les efforts à rajouter les VO derrière après, tu vois. Par contre, il est galère à trouver sur Amazon. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé du premier coup. Hein. Alors moi, il me l'a proposé parce que je consomme énormément de contenu films d'arts martiaux aussi sur Amazon et de films d'action. Donc ça a été un des films qui m'a proposé de manière assez naturelle. J'ai dû aller chercher. Donc c'est pour ça. Je sais pas. Si tu tapes Life After Fighting, tu le trouves. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, t'es pas doué en fait, quoi. Non, je suis pas doué. Voilà, merci. Putain, c'est une belle conclusion, ça. Franchement. Tu viens chez moi et tu m'insultes comme ça. Très bien. Ouais, okay. Désolé. Bon, mon cher Seb. Quel bâtard. Bon, mon cher Seb. Je crois qu'on en a terminé avec cet épisode. Ouais. Alors, vous le savez pas, vous allez peut-être le découvrir. Oui. Il y a une. Il y a eu un petit raté technique. On n'a pas compris. On n'arrive pas à l'expliquer. Si j'arrive à extraire la vidéo, vous verrez, il y aura un petit fondu à un moment donné pour voilà. Mais oui, il y a eu un petit truc, c'est-à-dire que Seb, son micro, en fait, n'était plus reconnu. Voilà, c'est pas c'est les aléas du direct. Et c'est incompréhensible parce qu'on a inversé les câbles et ça fonctionne. Alors on s'est dit ça vient de mon micro. Bah non. Ça vient du câble. Bah non. Donc on sait pas d'où ça vient. Ça vient peut-être de ta boîte son. Mais je te le souhaite pas non plus. C'est incompréhensible. Ouais, c'est ouf. Ou c'est le PC. Ou c'est Audacity. Bon, bref. Bref Foster. Oh, très bon. Bref Noster. Oh. C'était nul. Non, c'est. C'est nul, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Fin d'épisode. Mic drop. Non, j'arrête. Non. Alors, en revanche, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un ranking dans tes films préf, ça c'est sûr et certain. Dans 15 jours, on va se retrouver, mais concrètement, je ne sais pas de quel film on va parler. Là, je t'avouerai que là, je n'ai pas de. On a un peu décalé, hein, tout ça. Oui, parce que Life After Fighting est arrivé, donc forcément on a décalé. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout de quel épisode. Alors, je miserais peut-être sur un HK, mais techniquement ça arrive mi-février. Et on n'est pas. Non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore et je sais pas du tout. On va pas teaser, hein, si on n'a pas de planning sous les yeux. Voilà, on n'a pas le planning sous les yeux, donc on peut pas teaser, mais. Mais d'habitude on fait toujours des petits trucs, tout ça. Ouais, alors attends, mais je peux chercher, et puis je cherche. Je monterai. Tu feras un montage. Voilà. Ouh. Alors d'accord. Je sais pas comment ça va se gérer. Alors Waouh. On n'a pas tranché. Non. Voilà. Waouh. Oui.
On n'a pas tranché, mais on peut juste vous dire que ça a un lien avec un certain unboxing. Ouais. Putain. Waouh, ok. Un certain Putain, unboxing. y a deux dingueries quand même qui passent juste après. Oui. Oui, là, le début de l'année est assez fort en contenu. Ouais. Ah ouais. C'est un film d'un certain éditeur, d'un unboxing que Jazz a fait, ça vous donne un indice. Mais on n'a pas tranché encore sur le film. Non, on a une idée de quel réalisateur on va parler. Oui, ouais, c'est sûr, certain. Ça c'est certain. Mais on n'a pas arrêté encore le film parce que pour l'instant, moi j'ai pas tout vu dans le coffret. Mais je pense que c'est peut-être un film qu'on a en commun. Tu sais que j'ai dans le coffret non, c'est et sûr. que t'as en double. Ouais. Celui-là, je pense qu'il peut faire le taf. Ouais. Et il y a des choses à dire là-dessus d'ailleurs en plus. Et chers amis, je peux vous dire une chose, c'est que le film qui vient après, mais ça va être une de dinguerie, mais de ouf. Donc après le. Après, ouais. Encore après Ah ouais, après. C'est un nanar. Ah oui. Ah non Ah oui. Je sais lequel c'est. Il est dans ta collection là. Il est là-haut là. Il est là-haut. Les auditeurs le voient pas, mais Ouais. il est tout là-haut là. Oh non. Là j'ai pas hâte. Parce que là pour le coup je vous dis auditeur, ce film là je l'ai pas vu et j'ai pas hâte. Tu risques de repartir avec ce soir. Ou pas. Il faut que tu le revois aussi, c'est important. Oui, mais t'inquiète pas. Tu me le riperas. Tu me le riperas. Enfin, tu Ouais. tu m'enverras une copie. Ouais. Ça marche. Bon, en tout cas, merci pour cet épisode. On sait pas que le rendu. Hein. Ouais, Complètement, ça va être clairement. peut-être le bordel monstre. En tout cas, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur toutes vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Merci encore pour l'accueil que vous réservez aux épisodes, mais aussi à YouTube. C'est incroyable. On est aussi sur YouTube, on est un peu partout, sur Instagram, Twitter, sur Blue Sky. Blue Sky, ouais, ce que j'allais dire. On se met de plus en plus sur Blue Sky aussi. Et puis, en tout cas, on continue à envoyer des commentaires ou même à vous abonner ou autre, mais parce qu'en fait, ça nous fait extrêmement plaisir. Sur YouTube, c'est Seb qui gère les commentaires. Il vous répond et en tout cas ça nous fait vraiment très très plaisir. Et on a une communauté qui est de plus en plus nombreuse sur YouTube, très active et hyper beaucoup de commentaires et c'est cool, ça fait plaisir d'échanger avec vous. Ouais, c'est clair. C'est toujours dans le respect et la bienveillance comme tu dis. Ouais, carrément. Bon bah on se retrouve la semaine prochaine pour un kick dans tes films presse puis dans 15 jours pour voilà. Le film, voilà, on verra. Le film de la séparation. Ah non, c'est le prochain, c'est pas le film de la séparation. Non, je te parle bien dans 15 jours, moi. Bah dans 15 jours, oui. Ah, mais alors dans un mois. Dans un mois, c'est le film de la séparation, c'est sûr, certain. Mais dans 15 jours, ça va être du plaisir. Du plaisir, voilà, comme dirait Herbert. C'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir, ouais. Bon, mais ça marche. Cet épisode, il est tard, mes amis. C'est pour ça que il est très tard. Bon. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Salut. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e date. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.